Salut. Alors aujourd'hui c'est un tour de plaine et on commence tout de suite dans l'orge. Orge que tu peux voir qui est quand même bien levée. Elle a été semée samedi. Alors aujourd'hui on est le dimanche des élections, premier tour. Elle a été semée il y a 2 semaines si je me souviens bien. Et donc elle est pas vilaine du tout. Donc elle est comme ça, bien levée. Ce qui est hyper important pour moi, c'est qu'elle soit aussi bien régulière. Et là, c'est vraiment le cas. Là, c'est vraiment le cas. Elle est hyper régulière. Alors là, on voit moins parce qu'en fait, le soleil est là-bas. Et ça dépend vraiment d'où vient le soleil, hein, qu'on voit l'orge ou pas. Mais voilà, face au soleil, toujours, on voit toujours très bien la culture face au soleil. Et pour la caméra, c'est pas le mieux le face au soleil, mais enfin bon, tant pis, c'est comme ça qu'on fait. Elle est hyper propre pour l'instant, pourvu que ça dure. Il y a eu une limace ou deux de trouver. Alors attends, je peux peut-être te le retrouver. Bon, ça fait rien, je le retrouve pas exactement. Mais regarde, là il y a une feuille de sectionner. Là aussi, tu vois. Et donc ça c'est typiquement le travail d'une limace. Et puis en soulevant une pierre, tout à l'heure j'en ai trouvé une énorme que j'ai balancée. Et puis elle était à côté d'un pied d'orge qui était sectionné. Regarde d'ailleurs, tu vois, en te le disant, j'en retrouve encore un. Celui-là il est sectionné. Ici il y en a qui sont mangés un peu, tu vois, le bout de la feuille est mangé là. Bon, alors c'est pas hyper inquiétant parce que c'est vraiment au bord de la haie. Souvent les dégâts de limaces, on les a d'abord au bord des haies. Pourquoi? Parce que quand le sol est travaillé, tout ça, il y a une partie des limaces qui reste dans la haie, au frais, et puis surtout à l'abri du travail mécanique du sol. Donc elle reste là-dedans. Donc il y a de grandes chances que ici il y ait un anti-limace. Et en fait la particularité c'est que je ne ferai que le tour du champ. Je ne ferai pas le milieu, je ferai juste un tour autour pour calmer un peu les limaces qui sont dans la haie et qui voudraient avancer dans le champ. Parce que les dégâts de limaces, j'ai vu que là, je n'ai pas trouvé plus loin. Il y a un petit peu de cailloux. Mais bon, ils sont pas gros et puis tu sais pas, si tu as envie de les ramasser, t'as qu'à venir, moi j'ai pas envie. Allez, on va aller voir une autre culture. Ok, dans les colzas, cette fois-ci, on peut voir si, voilà, hein, si le soleil gêne pas trop la caméra, parce que je suis encore, c'est le hasard, hein, mais le chemin est comme ça, je suis encore face au soleil. Très bonne tenue, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de colzas qui sont maintenant entrés en fleurs, et cette variété-là, alors c'est pas que chez moi, hein, chez mes voisins qui ont fait de l'agropole, c'est pareil. Il y a eu une très très bonne tenue pendant l'hiver et donc ils ont pas fait de fleurs. Toi, ça commence à peine quelques petites fleurs par-ci par-là. Tu vois, je vais t'emmener voir une autre parcelle, c'est pas la même variété, tu vois, c'est très différent. Donc là on est sur du stade bouton séparé. D'ailleurs je vois qu'il y a... Oh putain, c'est pareil que ces bestioles de... vont me faire chier. Quand je dis très bonne tenue, ça veut dire qu'ils n'ont pas démarré comme des fous, quoi. Ils ont, le colza a su attendre avant de faire ses fleurs. Donc ça, c'est une plutôt très bonne nouvelle. Je vais te faire voir quand même. Tu vois, il y a des petits points noirs à l'intérieur là. Oh putain, il va falloir que je les drogue. Bon, ben ça, ces bestioles noires là, c'est des méligettes, ça s'appelle. Si je pouvais en mettre une dans ma main, mais c'est qu'après, elle saute. Ah! Voilà. Tu vois que c'est tout petit, je peux pas me rapprocher ma caméra plus que ça. C'est une petite bête avec un genre de petite carapace dessus. Et cette bête là est un nuisible du colza. Et dans ce champ, à mon avis, va falloir que je fasse un insecticide parce qu'il n'y a pas de fleurs justement. Et puis ça m'embête. Mais le problème avec ces bestioles là, je vais te l'expliquer juste après dans la parcelle à côté. Ok, deuxième parcelle de colza. Je peux monter un peu, beaucoup plus en fleurs. Et donc ici,
Ici, il y a également, on peut le voir, il y en a quasiment à toutes les fleurs là. Il y en a même, tu vois, là, il y en a 2, 3 sur la même fleur. Et si je change de pied, il y en a encore. Et si je change, aïe, de plante, il y en a encore. Ici, il y en a une là. Ici, il y en a une là. Là, regarde, il y en a une là et une dedans. Enfin bon, bref. Sauf que ici, je ne vais pas les traiter. Je vais pas les traiter. Alors pourquoi dans l'autre champ je vais les traiter puis pas ici? Tiens, donc. Alors là, aujourd'hui, alors il y a un petit peu de vent, on s'en rend pas bien compte, mais moi à l'oreille, j'entends beaucoup bourdonner. Tu sais, je pense qu'il doit y avoir beaucoup de pollinisateurs. Et franchement, c'est une journée de printemps. Là, quand je regarde un petit peu comme ça, là, alors ça se verra pas avec la GoPro, hein, parce que c'est pas suffisamment comme caméra, enfin voilà. Mais je vois, ça vole, il y a des abeilles, des guêpes, des machins, enfin, ça vole de partout. Mais c'est pas des abeilles domestiques, c'est des sauvages, par contre, que je vois. Enfin bon, on s'en fout. Enfin, je m'en fous pas parce que ça me rend bien service, mais c'est pas ça le truc. Pour en revenir au sujet des méligettes. Si je les traite pas dans ce champ alors que je vais les traiter dans l'autre, c'est qu'il y a une bonne raison. Dans ce champ, le colza, il n'est pas en pleine explosion de floraison, mais il a déjà quand même bien entamé sa floraison. Et le truc, parce que tu vois, regarde, les étages du bas, tu vois, ils sont pas du tout fleuris, tu vois, en dessous là. Il n'y a vraiment que les étages supérieurs pour l'instant. Donc c'est pour ça qu'on n'est pas en pleine floraison. Et la méligette, c'est à la fois un nuisible et à la fois un pollinisateur dans les colzas. Je m'explique. Quand les boutons, quand le colza est en bouton comme le premier champ qu'on était, la méligette va arriver dans le colza et va faire des trous dans les boutons pour manger le pollen qui est à l'intérieur. Ça c'est con parce que chaque bouton qui sera percé, ça sera un bouton qui sera avorté, donc qui ne donnera rien. Le truc, c'est que quand les fleurs sont ouvertes, la méligette ne s'attaque plus aux boutons, puisque les fleurs sont ouvertes, elle va directement dans les fleurs. Elle n'est pas con, elle n'a plus besoin de percer pour manger le pollen, puisqu'elle a les fleurs à disposition. Et dans ce cas-là, maintenant, la méligette, se baladant de fleur en fleur, devient un pollinisateur. Et comme la fleur est ouverte, le bouton n'est pas percé, donc du coup, même si la méligette vient bouffer un peu de pollen, ben c'est comme les abeilles hein, qui viennent en récupérer aussi, la fleur sera quand même pollinisée et donnera des grains plus tard. Donc voilà, c'est compliqué la méligette à gérer parce que si on y va trop tôt, on va en tuer, donc c'est bien. Mais quand le stade le pire va arriver, ben, on ne sera pas bon. Si on y va trop tard, comme maintenant, si je voulais traiter, ce serait une grosse connerie. Parce que maintenant, les méligettes sont des pollinisateurs. Et il faut vraiment trouver le bon moment. Bien évidemment, l'insecticide qui sera mis sur les autres colzas là-bas, ben, ça sera fait un... Alors attends, les insecticides, moi je les fais plutôt le soir. Donc il faudra que je vois si les méligettes aussi, c'est bon de les traiter le soir ou le matin. Mais en principe, les insecticides, moi je les fais plutôt le soir. Et parce que le soir, ça fait aussi que les insectes pollinisateurs, comme les abeilles et tous les autres comme ça, eux, ils sont plus dans le champ le soir. Ils sont rentrés. C'est pour ça que je le fais à ce moment-là. Et en principe, j'essaye d'utiliser des insecticides qui portent la mention abeille. Donc c'est une mention sur le bidon. Et normalement, si j'utilise cet insecticide-là, alors faut pas que je l'utilise en pleine journée quand il y a des abeilles. C'est pas parce qu'il y a la mention abeille que c'est pas quand même dangereux. Mais c'est un insecticide qui sera moins dangereux pour les abeilles. Et si je l'applique en conditions idéales, c'est-à-dire quand les pollinisateurs sont pas dans le champ bien sûr et tout ça, la rémanence du produit, par exemple si je le fais le matin, l'insecticide, et que les pollinisateurs sont dans le champ par exemple 2 heures après, ils vont pas crever par la rémanence du produit. C'est ça en fait la mention abeille, c'est-à-dire que la rémanence va pas faire crever les pollinisateurs. Puis c'est mention abeille, mais en fait ça concerne les pollinisateurs, pas que les abeilles. Voilà.
Ouais, en fait, j'ai pas fait l'insecticide du coup sur le colza parce que 2 jours après, les fleurs étaient sorties. Donc j'ai jugé que c'était pas nécessaire en fait de faire ça. Voilà. Ok, rendu dans le champ de blé maintenant. Champ de blé, il y a du régras dedans. Il y a du régras. Et ça, je me demande comment je vais m'en sortir avec ça. Le problème de ce champ-là, c'est qu'il a été semé au mois d'octobre, avant les fortes pluies et tout ça qui nous a empêché de semer. Et je n'ai pas pu le désherber. Donc, est-ce que c'est nécessaire d'avoir un blé qui soit dans son bon stade, mais qui soit dégueulasse, ou avoir un blé comme il y a juste derrière la voiture là-bas, on va y aller juste après, beaucoup moins avancé, mais par contre sans commune mesure au niveau de la propreté. Mais bon, voilà, ça c'est du régras, ça c'est du blé. Donc on va aller à la voiture pour regarder le stade du blé. Et en même temps, j'en profiterai pour... ça me donnera une idée pour le prochain passage d'engrais en fait. Ok, donc là je me suis mis sur le capot de la voiture. Alors je vais chercher le mètre brun. Donc là il doit y avoir deux... Voilà, c'est pas le même hein, tout ça. Hein. Voilà. Donc je vais prendre le mètre brun. Donc en principe c'est celui le plus gros. Donc j'enlève toutes les autres tiges. Voilà, avec mon petit cutter, j'enlève juste les racines. Voilà, pour qu'il me reste à peu près ça. Et ensuite, je vais fendre la tige dans la longueur. Alors là, je sors le cutter à fond parce que ici, il coupe mieux. Voilà, et donc là, j'ouvre. Et qu'est-ce qu'on voit ? Ici, il y a un changement de couleur. Là, c'est blanc. Et ce petit truc rond là, avec le petit machin au-dessus, et ben ça, c'est l'épi. C'est l'épi de blé qui commence à remonter la tige. Et en fait, il va remonter pour sortir à la fin, plus tard, hein, pas maintenant, mais beaucoup plus tard. Là, on peut estimer que l'épi est à peu près 1 cm de la bordure là. Donc là, ça veut dire que pour ce champ, puisque j'ai pris un blé moyen à peu près, un blé moyen c'est un blé dans la moyenne, hein, c'est pas un blé qui était vilain, un blé qui est dans la moyenne des autres du champ, et pour savoir le stade à peu près. Donc là, ça va être le moment d'y faire le deuxième apport d'engrais. Donc moi, je le réalise en 3 fois. Le premier à 50 unités, puisque de toute façon, je ne peux pas dépasser 50 unités pour mon premier apport à partir du 1er février. Et le deuxième apport, ça va être maintenant là, pour ces champs-là. Et on va aller en face. Là, c'est différent comme parcelle. Alors, j'ai des moumoutes de régras. Ce que j'appelle des moumoutes, c'est les petites touffes vert foncé là. Celle-ci, je pourrais pas m'en débarrasser parce que stade trop avancé du régras. Et elles sont là parce que ce champ a été labouré, alors pas cette année mais la fois d'avant, et ici c'est le croisement de charrues. D'ailleurs on peut s'en rendre compte puisque le reste du champ en est dépourvu. Alors je dis pas qu'il n'y en a pas une, il y en a une là par exemple. Mais voilà, alors après s'il y en a une là, c'est peut-être aussi qu'il y avait un caillou, puis que le soc s'est relevé, puis que ça n'a pas bien enterré. Enfin voilà, il peut y avoir plein de suppositions quoi. Hein. Donc ici c'est le champ dans lequel j'avais fait la vidéo que je te mets là sur le premier rapport d'azote. Et puis écoute, il s'est vachement repris. Franchement, pour être honnête avec toi, j'étais pas spécialement confiant. J'ai eu des commentaires qui me disaient, moi si j'avais un champ de blé comme ça, je lui foutrais un coup de déchômeur. Non, tu vois, en fait, moi je pense que j'ai bien fait, non. Après, il n'est pas parfait, hein. Tu vois, au loin là-bas on peut voir les traits, c'est les roues du tracteur. Bon, j'aurais peut-être mieux fait de semer avec le New Holland, qui est un tracteur qui est beaucoup moins lourd que le Deutz et qui était largement en capacité de mener le semoir. Si j'avais su, j'aurais peut-être semé avec lui et j'aurais eu, je pense, des
des traces comme ça de semoir, des traces de roues beaucoup moins importantes. Alors après, c'est pas semé droit, hein. Tu as vu qu'il y a des coups de volant pour deux raisons. C'est pas semé droit du tout. La première, c'est que j'ai pas de GPS, hein, je conduis le tracteur à la main, donc forcément je suis sujet au coup de volant. Et la deuxième raison, et c'est surtout pour celle-là que c'est pas semé droit, c'est que sur le semoir que Luc m'avait prêté, lui il sème avec un GPS. Et donc si tu veux, sur son semoir, il a viré les traceurs. Sauf que moi, comme je sème pas avec ça, j'avais pas les traceurs. Et le semoir fait 6 mètres de large. Et en fait, c'était pas évident, j'étais pas du tout habitué à son semoir. Et en plus de ça, cette partie-là du champ, où vraiment c'est un peu tordu, ça a été fait de nuit. Et de nuit, comme le terrain était frais, on avait beaucoup de mal, papa a semé un petit peu de nuit aussi dans ce champ, on avait vraiment du mal à repérer le coup du semoir par rapport à ce que nous on était en train de semer pour s'aligner dessus. On avait beaucoup de mal à se repérer, donc du coup ça a donné des coups de volant. C'est pas très joli à regarder, mais franchement je vais te dire un truc, j'en ai mais alors rien à foutre. Moi ce qui m'intéresse c'est que le champ soit semé. S'il est semé comme ça, mais qu'il est semé partout, moi ça me convient bien, tu vois. Moi je travaille pas pour le plaisir des yeux, je travaille pour nourrir les gens et puis pour gagner ma vie aussi, parce qu'il faut pas déconner non plus. Donc bon. Là, le blé est beaucoup moins avancé, hein, on le voit, les tiges sont beaucoup plus petites et tout. Ici, il n'y aura pas de deuxième apport d'azote. Enfin, il y en aura un, mais pas maintenant. Bon, c'en est tout pour les cultures en place en ce moment. Blé, colza, orge de printemps. Sur la ferme, au niveau des cultures de printemps, il y aura bientôt du tournesol. Il y aura un petit peu de maïs, beaucoup moins que l'année dernière, mais l'année dernière j'avais dit que j'étais vacciné du maïs et que je voulais plus en faire. Sauf que là je vais en faire dans une parcelle qui est avec des terres différentes de ce que j'avais fait l'année dernière, des terres qui tiennent mieux l'eau et tout. Donc bon, allez, je me dis pourquoi pas, je réessaye une deuxième fois et puis si ça va pas, c'est que ça va pas, quoi. Et il y aura également du sorgho sur la ferme. Voilà, et ça sera déjà pas mal. Du sorgho c'est pareil pour 4 hectares et demi. La plaine commence à être belle, il y a du vert, il y a du jaune derrière. C'est les colzas où on était, ça c'est mon champ là. Les colzas qui sont fleuris là. La plaine commence à se colorer, je suis super content, c'est très beau. Le colza commence là-bas un petit peu à sentir bon. Alors c'est comme il n'est pas en pleine floraison, ça sent pas encore très bien, mais ça va arriver bientôt. Là, il y a des petits papillons jaunes, des blancs. Moi j'adore cette période là, le printemps c'est vraiment ma saison préférée moi. Il y a beaucoup d'odeurs, ça sent très bon, il y a beaucoup des oiseaux, des petits insectes, des machins, moi j'adore ça. Enfin voilà, bref. Et donc moi je te dis à bientôt pour une prochaine. Allez, salut.